Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour notre troisième webinaire de la semaine de la transformation Julie Sterwen. Une semaine de la transformation, une semaine consacrée aux 1001 visages de la transformation. Nous avons eu le plaisir de partager avec vous et de vous faire écouter nos témoins principaux et nos experts sur les sujets autour des biais cognitifs en début de semaine, autour de la transformation culturelle. Nous serons sur la scène de FinTech Révolution demain pour vous parler innovation dans le secteur financier. Et nous terminerons la semaine pour vous parler transformation des organisations et performance. Et ce matin, nous sommes réunis pour vous parler d'une transformation particulièrement d'actualité, qui est la transformation par l'orientation client, et vous dévoiler les résultats de notre deuxième baromètre consacré à ce sujet, le baromètre orientation client conduit avec Julie Sterwen et l'IFOP. Nous allons commencer par vous dire quelques mots sur Julie Sterwen. Julie Sterwen est un cabinet de conseil en transformation et en innovation. Nous avons comme mission, comme ambition d'accompagner, d'aider nos clients à se transformer, à s'adapter aux changements et aux mutations, qu'elles soient environnementales, sociétales, numériques et bien évidemment économiques. Et pour cela, nous appuyons aujourd'hui sur 4 piliers et sur l'ensemble de nos savoir-faire et de nos expertises qui permettent de couvrir l'ensemble du spectre des transformations, de la stratégie jusqu'à l'accompagnement des hommes. C'est bien là notre particularité. On s'attache vraiment à conduire ces transformations avec les hommes et les femmes qui font l'entreprise et à les conduire pour eux, parce qu'on cherche avant tout à avoir des résultats durables pour que ces transformations ne soient pas un feu follet, mais qu'on puisse vraiment avoir des résultats sur la durée. Aujourd'hui, le cabinet compte plus de 450 collaborateurs. On travaille pour plus de 1000 clients dans différents secteurs, en particulier pour la banque et l'assurance, mais pas que. Et puis, on a ce modèle particulier vraiment axé business et people, c'est-à-dire qu'on s'attache effectivement à travailler sur l'humain, mais en apportant aussi du fond sur le métier de nos clients. C'est un modèle qui marche puisqu'on a un chiffre d'affaires en croissance constante de plus de 60% sur les 5 dernières années. Avant de démarrer, je vais donner quelques indications sur le fonctionnement ce matin. Donc, tous vos micros sont coupés. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le petit chat sous l'onglet questions. Et c'est Judith qui est avec nous ce matin, qui est notre Madame Loyale, qui les étudiera tout au long du webinaire et nous les posera à la fin de notre intervention. Si vous avez un problème de son, vous pouvez cliquer en haut de votre écran sur la petite flèche orange qui ouvrira le panneau et vous pouvez vous signaler auprès de Judith qui fera en sorte de solutionner votre problème. Alors, j'ai la chance ce matin et le plaisir d'être particulièrement bien accompagnée puisque on vous présente ces résultats du baromètre orientation client avec Isabelle Trévilly, qui est notre partenaire de l'IFOP, qui est directrice du pôle média et digital, et puis avec Aurélie Cordier-Caillot, qui est comme moi directrice chez Julie Sterwen et particulièrement experte sur les sujets d'accompagnement managérial. Bonjour à tous. Donc on a choisi de vous, comme je le disais, l'une des transformations d'actualité aujourd'hui, de celles qu'on entend particulièrement dans les discours des dirigeants, qu'on voit dans tous les plans stratégiques, ou presque, c'est mettre ou remettre le client au centre. Ça, c'est vraiment un discours qu'on entend de partout. Et quand on parle orientation client, c'est une notion qu'on veut très englobante, une notion qui, pour nous, désigne vraiment la capacité d'une entreprise, d'une organisation à mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de
son organisation, l'ensemble de ses collaborateurs, quel que soit leur métier, à mieux servir le client, à faire en sorte que toute interaction avec ce client se passe pour le mieux, quelle que soit la nature de cette interaction. Et c'est vrai que dans un univers où on entend beaucoup parler d'expérience client, de parcours client, de satisfaction client, c'est un terme qu'on estime très englobant. Pourquoi s'intéresser à ce sujet ou quelles questions clés on cherche à traiter à travers ce baromètre? C'est vraiment de savoir, selon les collaborateurs et les managers, parce que c'est la particularité de ce baromètre, venir sonder la perception des collaborateurs dans l'entreprise. Selon eux, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est réellement orientée client? Et le réellement est particulièrement important. On les a interrogés sur leur perception par rapport à leur propre entreprise, mais également sur qu'est-ce qui constitue pour eux des vrais leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent accompagnés sur cette question, ou au contraire, qu'est-ce qui constitue vraiment des freins dans leur travail au quotidien, qu'ils soient en front directement avec les clients ou qu'ils soient en fonction support, c'est vraiment l'affaire de tous, pour voir effectivement, mesurer comment cette orientation client s'incarne dans leur quotidien. Et comme on aime à le faire chez Julie Esterwen, on s'est interrogé sur cette question en faisant le tour de la question autour de 3 aspects. L'organisation tout d'abord, le management et les outils à disposition des collaborateurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Laetitia, pour ce faire, en fait, on a pris le parti de recueillir le pouls des collaborateurs d'entreprise sur leur propre entreprise. Et on a donc interrogé 806 individus occupant des postes de collaborateurs et managers, donc dans des entreprises de 1000 salariés et plus. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Ce sont des grosses structures que nous avons interrogées. Avec un échantillon qui est représentatif en termes de sexe, d'âge, de région, et qui couvre l'ensemble des types de fonctions, que ce soit marketing, commercial, relations clients, transformation, innovation digitale, RH, et tout type de secteur. Sachant que l'étude a été réalisée, pour information, en mois de juillet. Donc ça, c'est le petit point méthodologique avant d'entrer dans le détail et dans le cœur du sujet. Donc, tout d'abord, en préambule, on va s'interroger sur la perception globale. Quand on dit orientation client à nos collaborateurs et à nos managers, quelle notion ça leur envoie chez eux? Qu'est-ce que ça leur évoque? En préambule, un point important, on a évalué si dans les entreprises que nous avons sollicitées, une personne ou une équipe était dédiée à l'expérience client. Le constat est celui-ci. En gros, dans un cas sur 2, vous voyez une équipe ou une personne dédiée à l'expérience client dans l'entreprise, sachant que ce taux est stable par rapport à 2019. Donc, pour rappel, Laetitia le disait tout à l'heure en introduction, c'est la 2e vague du baromètre. Donc, la vague précédente était réalisée en 2019. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un éclairage et un recul par rapport à il y a 2 ans. Donc, c'est aussi ce qui va donner du relief et de l'intérêt aux chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Une équipe ou une personne dédiée à l'orientation client dans un cas sur 2. En tout cas, pour le moment encore, vous le voyez, c'est plus souvent une personne seule qui est dédiée à cette thématique qu'une équipe. En tout cas, ce petit pictorose, vous allez le voir tout au long de la présentation, on va le suivre en fil rouge, puisqu'il nous a paru intéressant d'étudier l'impact positif ou négatif, on va le voir, de la présence d'une structure dédiée à l'expérience client sur ce sujet. Donc, les collaborateurs et managers de nos entreprises entendent-ils parler d'orientation client dans leur entreprise? Là, on a un premier élément intéressant et un premier signal positif, puisque 63% en entendent parler au sein de leur entreprise. Ils étaient 59% en 2019, donc on voit une tendance positive, légère à l'amélioration, mais positive, qui va dans le bon sens. Et quand on se focus sur les gens qui nous disent on entend souvent parler, on est à 38% quand on était à 28% en 2019. Donc, on a gagné 10 points. Donc, une notion qui, semble-t-il, est de plus en plus présente dans les entreprises. Petit bémol, vous le voyez à droite de l'écran, on a regardé ce qu'il en était entre les managers d'une part et les collaborateurs d'autre part.
Eh bien là, il y a un gros gap entre les managers et les collaborateurs. Les managers étant beaucoup plus au fait de cette relation, de cette notion dans l'entreprise, ils entendent beaucoup plus parler, signe que cette notion n'a pas encore irrigué toutes les strates de l'entreprise. En revanche, premier point positif, au sein des entreprises dans lesquelles une structure est dédiée à l'orientation client, là, oui, il y a un vrai bénéfice, puisque de 63%, on passe à 76% qui entendent parler d'orientation client. Donc là, c'est un premier signal très positif de l'impact d'une structure dédiée à l'orientation client sur cette prise de conscience dans l'entreprise. On a par ailleurs cherché à mesurer les critères qui, selon les collaborateurs, étaient des facteurs clés de réussite de leur entreprise, de réussite et de fidélisation de leur entreprise. Donc, on a fait évaluer différents critères que vous voyez ici. Et ce qui nous paraît particulièrement intéressant à noter, c'est que la relation client, donc à travers l'efficacité du service client, qui est le premier item, ou encore la fluidité de l'expérience client, qui est le troisième item, sont des marqueurs indispensables, des éléments clés dans le succès, dans ce qui fait le succès d'une entreprise aujourd'hui. Donc, on a effectivement aussi le bon rapport qualité-prix, bien évidemment. Hein, il faut que l'offre soit satisfaisante, mais on voit que la relation client est aujourd'hui un élément particulièrement moteur du succès d'une entreprise, donc tel que perçu par les collaborateurs. Et pour le coup, là, un élément qui nous paraît intéressant, quand vous voyez les courbes à droite de l'écran, là, il y a une parfaite superposition entre les collaborateurs, la perception des collaborateurs et celle des managers. Donc, sur le principe, il y a un consensus pour dire que oui, la relation client, c'est vraiment un élément clé de facteur de succès de l'entreprise. Mais justement, qu'en est-il dans l'entreprise? Donc oui, il y a une volonté affichée de l'entreprise d'être centrée client, qui est de plus en plus prégnante. On est à 74%, on est à 70% en 2019, donc une tendance qui se confirme. Mais un certain décalage avec la réalité perçue. On en a 67% qui nous disent « Oui, vraiment, mon entreprise est réellement centrée client ». Donc, on voit qu'on a un décalage qui n'est pas énorme, certes, mais qui existe entre la volonté affichée et la réalité. Autre point qui nous paraît important à souligner, c'est aussi le décalage de perception que là, on retrouve une fois encore entre les managers et les collaborateurs. Vous voyez à droite que les managers ont une perception beaucoup plus affirmée de la volonté perçue de l'entreprise, mais aussi de la réalité de cette orientation client dans l'entreprise. Donc là encore, les collaborateurs sont beaucoup moins convaincus. Et dernier renseignement, ici aussi, vous le voyez, nos petits pictos roses en bas témoignent non seulement d'une volonté, mais en tout cas d'une réalité de l'expérience client beaucoup plus développée dès lors qu'une structure dédiée à la centricité client est présente dans l'entreprise. Donc vraisemblablement, il y a un effet clairement bénéfique à cette organisation-là dans l'entreprise. On voit bien ce décalage effectivement entre l'affichage et la réalité. Après, ce qu'on a vu aussi pendant la période qu'on vient de traverser, c'est à quel point cette notion d'orientation client, elle a été aussi un liant dans toute l'organisation. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, des organisations se démener pour justement faire en sorte que le service client reste à un excellent niveau. Et ça a été très fédérateur, ce sujet. Dans le premier confinement, on a des témoignages d'équipes qui nous disent qu'effectivement, ce qui les a tenus aussi ensemble, c'était de délivrer un service de qualité aux clients. Et justement, ce qu'on vient de traverser, Isabelle, par rapport à la notion de digital et l'intégration du digital dans la relation client, est-ce que ça change la donne finalement et qu'en est-il de transformation digitale qui était déjà en cours avant l'épisode Covid? Alors ça, Aurélie, c'est effectivement un petit point de surprise pour nous. Parce que voilà, dans différents domaines de la société, du monde de l'entreprise, à travers les différentes études qu'on peut réaliser à l'IFOP, et c'est vrai qu'on a clairement vu que la crise avait œuvré comme un catalyseur de la digitalisation des pratiques à tous les niveaux.
Mais là, pour autant, dès lors qu'on s'intéresse à la relation client, aux interactions clients, on voit le poids de l'humain qui reste extrêmement important. Vous le voyez, la moitié des collaborateurs nous disent finalement que dans les modes d'interaction entre les clients et l'entreprise, ils vont privilégier le face-à-face. Donc, ils continuent à privilégier le face-à-face devant le téléphone ou les interactions digitales. Donc, clairement, ça, c'est un élément de surprise, on peut dire. Hein. On aurait pu s'attendre à ce que le digital ici progresse nettement. Mais finalement, on se rend compte du poids extrêmement important de la relation one-to-one et physique avec ses clients. Et pour cause, quand on s'intéresse justement au bénéfice du digital dans la simplification de la relation client, on demande aux gens si, selon eux, ils estiment que le digital est un levier de simplification de la relation client. On voit que la balance, certes, penche du côté positif, on en a 66%, donc ça, c'est déjà un bon point. Bon, ceci dit, le pourcentage de oui, tout à fait, est encore assez faible, hein, donc là, il y a encore matière à convaincre. On voit, autre élément positif, que cette conviction est nettement plus renforcée, dès lors qu'une équipe dédiée à l'orientation client est présente. Donc ces équipes ont réussi davantage vraisemblablement à s'approprier le digital pour traiter cette notion d'orientation client et cette relation client. Mais on a quand même un tiers des collaborateurs de grandes entreprises qui nous disent non, le digital, ce n'est pas pour moi un levier de simplification client. Un levier de simplification de la relation client. Ce qui nous paraît intéressant aussi à noter, c'est quand on regarde par tranche d'âge, alors on se dit souvent, les digital natives, pour eux, c'est évident, c'est une simplification. Mais non, pas nécessairement. On en a quand même 30% qui, parmi les plus jeunes, ne sont pas convaincus non plus de ce bénéfice. Et les freins qu'ils mettent en avant, on a plusieurs natures. Alors, le premier, c'est le sentiment d'une relation déshumanisée, donc qui va perdre en personnification, de fait, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui gêne. Et on a aussi le sentiment d'une perte de qualité dans la relation. Donc ça, c'est plus problématique. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour que le digital, pour le coup, vienne jouer son rôle dans cette relation client. Pour autant, quand on regarde les outils mis à leur disposition dans leurs entreprises pour traiter de la relation client, on voit qu'ils sont quand même relativement bien équipés. 78% disposent d'au moins un outil digital pour traiter la relation client. C'est stable par rapport à 2019, pas de progression. Mais quand on regarde les outils dont ils ont à leur disposition, ça reste des outils, on va dire, assez basiques, assez classiques, de simples outils de gestion de la relation client. On a des adresses mail, formulaires de contact, outils de gestion de la relation client. On n'est pas encore clairement très développé sur des outils de self-care qui vont permettre une autonomie dans la relation, par exemple. Donc ça, c'est un point intéressant à noter. On voit ici aussi le bénéfice de la présence d'une équipe dédiée à la relation client où partout, vous le voyez, on a un équipement plus important en outils digital, donc une intégration du digital dans ces entreprises pour mieux servir la relation client. Et au-delà de ces équipements, quels sont finalement les éléments au travers desquels se manifeste la volonté de leur entreprise d'être centrée client? Eh bien là, finalement, loin devant les outils, ce sont à travers les valeurs de l'entreprise que cette volonté se manifeste. Vous le voyez, c'est le premier item qui arrive très loin devant la mise en place de nouveaux outils. C'était déjà le premier item il y a 2 ans, mais l'écart s'est creusé. Donc, c'est vraiment les hommes qui vont porter en fait cette volonté d'être centré client dans l'entreprise, devant les outils, devant le plan stratégique. Et on a pointé une petite dimension, l'avant-dernier item en bleu qui est entouré, qui nous paraissait intéressant parce que l'évolution le taux est faible, mais montre une évolution, une petite évolution. On gagne 4 points sur la rémunération variable des collaborateurs en fonction de la satisfaction client.
qui témoigne, selon nous, pour le coup, de l'importance accordée au fait d'impliquer l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise pour vraiment arriver à cette transformation et être particulièrement centré client. Qu'en est-il des freins des salariés? Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'être totalement centrés clients? Eh bien là, on retrouve aussi le fait que finalement, ce ne sont pas les outils, ce sont de moins en moins les outils qui posent problème, mais plus la répartition des rôles et l'organisation, les procédures. Donc, on a vraiment un travail à faire sur l'organisation. Donc, certes, les outils, certes, il faut accompagner pour, on va dire, pour mettre en valeur le digital et convaincre sur les bénéfices du digital dans cette relation client. Mais l'organisation et les hommes au cœur de tout ça paraissent des éléments fondamentaux à prendre en compte. Donc, comme l'a montré et l'a très bien démontré Isabelle et nos chiffres le démontrent, on s'attendait effectivement dans cette prise de pouls post-confinement je vais utiliser le mot à dessein, presque une révolution sur cet aspect-là, puisqu'on c'était déjà un des enseignements du premier baromètre sur le fait que finalement le digital avait du mal à convaincre et à convaincre les collaborateurs sur son intérêt dans la relation client. Alors qu'on a vu pendant les confinements effectivement des innovations finalement qui se sont imposées aux organisations dans cette relation client à distance qui s'est opérée nécessairement à distance. On a vraiment vécu une période très intéressante de ce point de vue-là, avec le développement de prise de contact avec les clients complètement désintéressés, vraiment dans cette logique de care, avec ce qu'on a appelé les appels câlins, avec finalement une prise de contact qui n'avait pas pour but un objectif commercial in fine, mais bien de s'assurer que notre client allait bien, se porte bien et lui donner des informations utiles dans le contexte qu'on vivait. Ça a été une période aussi où les banques et les assurances, par exemple, ont développé les rendez-vous commerciaux cette fois, mais à distance, par téléphone, en visio. Ce sont des choses qu'elles essayaient de faire depuis plusieurs années et qui avaient du mal à s'opérer. Donc, sous la contrainte, finalement, on s'est dit le digital est en train va connaître un vrai boom, elle l'a connu. Et la relation client va réellement s'hybrider avec un mix, un savant dosage de présentiel, humain et puis d'autonomie du client qui va pouvoir faire de plus en plus de choses tout seul de son côté. Mais ce que ce baromètre nous enseigne, c'est que finalement, post-Covid, puisque la mesure a été faite en juillet, les collaborateurs continuent à plébisciter l'humain, continuent à plébisciter cette relation en direct avec leurs clients et cherchent vraiment, remettent vraiment l'humain au cœur de ce dispositif relationnel parce que finalement, selon eux, c'est ce qu'ils nous disent, l'humain fait vraiment le lien avec le client. C'est par cette relation directe que l'attachement se crée et que la confiance se crée également, qu'on sert mieux notre client et c'est sous ces conditions aussi qu'on le fidélise et qu'on l'engage plus avec l'entreprise. Donc, dans leur perception, encore une fois, la relation directe, la relation humaine fait partie intégrante de l'orientation client et c'est à travers ce contact direct qu'on est en capacité de démontrer qu'on est réellement orienté client. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vendeur ou notre conseiller 2021 et des années futures? Qu'est-ce qui fait qu'un conseiller ou un vendeur sera réellement orienté client? Ce qu'on voit, c'est que c'est finalement un conseiller qui sera à la fois en maîtrise de compétences techniques, de hard skills. Il va maîtriser ses procédures, ses processus, ses outils, etc. Mais, et je pense que c'est là aussi qu'on a vraiment les clés de l'orientation client, il va aussi avoir des soft skills très développés. Il va être en capacité de mobiliser son intelligence relationnelle, son intelligence émotionnelle dans ses interactions avec le client et pouvoir délivrer le bon message sous la bonne forme au bon moment, au-delà de mettre en application stricto sensu un processus. On espère aussi, et pour nous c'est une des conditions, c'est que ce conseiller doit du
coup gagner en autonomie, il doit gagner en responsabilisation pour, quand c'est nécessaire, avoir ce bon geste client et être en capacité de dépasser un peu les procédures, parce que c'est dans le moment précis et dans cette personnalisation de la relation avec son client qui va pouvoir démontrer l'orientation client de l'entreprise. Et puis, c'est parfois dans les nuances hein, et dans des petits détails, mais quand l'organisation ou quand le conseiller va parler client et plus dossier, va considérer qu'il sert un client et pas qu'il traite un dossier, qu'on aura la différence. Et on le voit très bien dans certains back-office, dans certaines organisations, c'est ces petits ajustements à la marge qui parfois permettent ce switch dans l'état d'esprit des collaborateurs. Mais pour y arriver, et c'est là bien l'essentiel aussi, on se dit que finalement, ce conseiller, il doit être appuyé, il va pouvoir s'appuyer sur une technologie qui a été pensée, repensée pour lui, pour l'aider aussi à être dans les bonnes dispositions pour pouvoir activer justement ses qualités personnelles et ses qualités relationnelles, parce que finalement, il est dégagé des contraintes de l'outil informatique qu'il utilise pour servir son client. Et finalement, c'est là où on se dit, cette transformation digitale, elle vient servir avant tout le conseiller. On est vraiment aussi dans cette notion d'expérience collaborateur qu'il faut améliorer. Il faut les outiller avec finalement des interfaces et des outils qui sont aussi user-friendly que ceux qu'on délivre aux clients. Il faut que l'information lui soit accessible rapidement sans avoir à aller consulter 2 ou 3 outils et croiser les informations pour pouvoir répondre rapidement à la demande de son client. Donc vraiment, cette notion d'expérience collaborateur, elle est importante parce que c'est aussi mettre le collaborateur dans les meilleures conditions pour servir son client. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que dans la perception des collaborateurs, l'orientation client, elle passe aussi par cette capacité à répondre aux attentes du client. Et on va voir effectivement si cette réponse aux attentes, comment ils la traduisent et comment ils la vivent au quotidien, comment ils sont en capacité de répondre à cette dimension-là. Donc justement, comment l'orientation client est-elle vue au sein de l'entreprise? Eh bien, elle va être davantage vue comme une réponse aux attentes qu'une démarche très proactive. On n'en est pas encore complètement là. Quand on leur demande comment se traduit l'orientation client de leur entreprise telle qu'ils l'aperçoivent, en fait, ils vont nous dire surtout qu'il y a une intention de porter attention aux clients. C'est le principal chiffre, on a 27%, donc ça c'est du spontané, c'est vraiment ce que les collaborateurs nous ont dit. En fait, ils nous disent le client est au cœur de nos priorités, il est dans nos valeurs, c'est notre objectif principal, la satisfaction client est prioritaire, tout est fait pour le client, c'est la base, ce sont eux qui nous font vivre. Donc on sent bien là derrière l'intention, c'est-à-dire oui, on est bien conscient que le client, sans lui on n'existerait pas, c'est parce qu'il est là que nous on est là, donc de fait on se doit d'être à son écoute. Mais de là vraiment à aller acter une vraie transformation, à être proactif pour tenir compte en fait des attentes des clients et intégrer ces attentes pour acter des transformations et des ajustements dans son offre, on voit que les chiffres sont encore très faibles. Une prise en charge des attentes des clients, des réclamations, on adapte ces produits en fonction des retours, on crée de nouveaux produits, on prend en compte l'expérience client dans les process, on voit que ce sont encore des taux très minimes. Donc, une intention, certes, mais pas encore de réelle transformation et de proaction derrière. Pour autant, les enquêtes de satisfaction client sont courantes dans les grandes entreprises. On voit que 69% des collaborateurs et managers interrogés nous disent oui, elles sont diffusées, on en réalise, pardon, dans notre entreprise. On était à 64% en 2019. Donc, c'est pas vraiment, on est plutôt sur une stabilité. Mais petit bémol quand même, on se rend compte que ces enquêtes de satisfaction, d'une part, on a 17% des collaborateurs qui ne savent pas si leur entreprise en réalise ou pas, et
ce qui va dans le même sens, c'est qu'on voit que ces enquêtes de satisfaction, finalement, les résultats, ils ne sont pas partagés à l'ensemble des collaborateurs. C'est le cas pour 31% seulement. Donc, dans les 2/3 des cas, certes, elles sont réalisées, mais finalement, les enseignements de ces enquêtes ne sont pas descendus au niveau de l'ensemble des collaborateurs. Donc là encore, c'est un point qui participe sans doute on l'a vu tout à l'heure, de la moindre conscience des collaborateurs de l'orientation client de leur entreprise comparativement aux managers. Est-ce que les entreprises sollicitent leurs clients? Donc, au-delà de recueillir leur avis, est-ce qu'ils les sollicitent pour réfléchir à l'amélioration de l'expérience client ou à la conception de nouveaux produits et services? On est environ autour de 60%, sachant qu'un point positif est vraiment une progression sur la sollicitation des clients pour les associer à la création de nouveaux produits et services. On voit qu'on est à 43% en 2019, on est passé à 59% aujourd'hui. Donc là, on sent qu'il y a une prise de conscience de l'importance de co-créer avec ses clients, de les intégrer dans les réflexions. Et très clairement ici, on voit un bénéfice indéniable de la présence de la structure dédiée à la relation client, puisque dans ces cas-là, on est à 3/4 des cas où oui, le client est associé à ces réflexions-là. Donc, dans ces cas-là, les entreprises ont vraiment intégré la nécessité d'intégrer le client à leur réflexion et pas uniquement de se dire « je vais mesurer la satisfaction de mon client, mais il faut que j'aille au-delà ». Effectivement, les résultats du baromètre le montrent très très bien, c'est ce que tu disais Isabelle. Aujourd'hui, le client, on l'interroge, on le scrute, on l'écoute dans tous les sens, on mesure sa satisfaction de plus en plus, parfois trop, si on entend les échos de certains. C'est vrai que parfois, aller demander sa satisfaction à un client avant même qu'il ait reçu ce qu'il vient de commander, c'est pas toujours bien pris. Donc, je pense qu'il faut être attentif aussi à ça, à cette pression qu'on met sur le client pour lui demander s'il est content de nous. Ça peut être contre-productif probablement. On sait aussi qu'aller analyser ces feedbacks, analyser les réclamations, les avis sur les réseaux sociaux, c'est une vraie mine d'or pour améliorer, être dans une réelle démarche d'amélioration continue de l'expérience, des parcours, des services qu'on propose. Et pour autant, on est convaincu qu'être orienté client, c'est aller bien au-delà de ça. C'est pas seulement répondre aux attentes du client, mais c'est vraiment être en capacité d'anticiper ses besoins, de comprendre son comportement, de comprendre les usages qu'il fait de nos services pour être en capacité d'anticiper ses besoins de demain, d'anticiper ses envies et de dépasser ses attentes quand on est en interaction avec lui. Et comment on peut se mettre soi-même en position d'anticiper tout ça? On a déjà toute la boîte à outils du design qui est une vraie ressource pour se mettre en exploration et faire participer le client à la conception de notre produit, à la conception de l'expérience qu'on veut lui délivrer. Ça, c'est vraiment une pratique qui se développe de plus en plus dans les organisations et comme le pointe le baromètre, ça se pratique d'autant plus que l'expérience client est mise sous la responsabilité d'une personne dans l'organisation qui va se faire le porte-voix du client. Donc ça, c'est important. On voit aussi de plus en plus de pratiques qui ont pour vocation de faire rentrer le client dans l'organisation. Et ça, c'est pour nous une vraie avancée. On voit des communautés de clients ou des communautés d'utilisateurs se développer. On voit on pense par exemple à la banque ou aux banques mutualistes qui s'appuient sur leur réseau de sociétaires aussi pour les impliquer dans les décisions stratégiques de l'entreprise, les faire participer à l'avenir de l'organisation. On a des pratiques autour des shadow comex, ces comex qui sont constitués généralement de millennials qui permettent aussi de prendre la voix du client. Et puis, ça passe aussi, encore une fois, par cette courroie de transmission qu'est le collaborateur, aller chercher la voix des collaborateurs, s'appuyer sur eux pour entendre et qui eux-mêmes remontent ce que les clients leur disent ou ce qu'ils expriment. C'est aussi souvent un premier thermomètre qui permet d'aller chercher de l'information. Mais
voilà, faire rentrer le client dans l'organisation, ça ne s'improvise pas, ça s'organise. Et ça s'organise surtout aussi avec le support du management. Et on va voir que cette dimension aussi, elle est très importante et c'est une attente également assez forte des collaborateurs. Et c'est un rôle du manager et un triptyque qui est à réorganiser. Donc, effectivement, le triptyque dont Laetitia parle, c'est le triptyque manager, collaborateur, client, vous l'aurez compris. Donc, qu'en est-il de l'accompagnement de nos collaborateurs? Excusez-moi. Ont-ils le sentiment d'être accompagnés, d'être bien accompagnés dans leur entreprise pour développer leur capacité à être centrés clients? Oui, pour 80% d'entre eux. Donc, vous me direz, c'est une grande majorité, on va déjà dans le bon sens. Ceci dit, on a quand même, il ne faut pas oublier, 20%, ce n'est pas anodin, qui ne sont pas du tout accompagnés pour développer leur culture client. Une fois encore, on voit ici l'impact bénéfique de l'incarnation de l'orientation client via une structure dédiée, puisque là, on est à 90% d'accompagnement. Donc là, une fois encore, dès lors qu'on a pris l'importance de cette dimension-là et qu'on l'a dédiée, qu'on a souhaité l'incarner par une personne qui portait cette rouge-là dans l'entreprise, on voit que l'accompagnement est beaucoup plus développé. Et donc l'accompagnement, en tout cas, c'est clairement une attente des collaborateurs. 84% souhaitent être accompagnés, en fait. Donc accompagner, c'est quoi? C'est être accompagnés pour qu'on les aide à développer leur capacité à être centré client. Et ce, beaucoup plus fortement qu'en 2019. Vous voyez, on était à 77%. Donc, il y a une vraie attente des collaborateurs sur ce plan-là. Qu'attendent-ils justement? De quoi bénéficient-ils aujourd'hui et qu'attendent-ils? Vous avez ici une synthèse finalement des types d'accompagnement dont ils bénéficient, donc ils sont positionnés sur l'axe horizontal. Et sur l'axe désordonné, vous avez le type d'accompagnement dont ils souhaiteraient bénéficier. Ce qui nous paraît intéressant à pointer, c'est déjà mettre en avant les formules, on va dire, phares qui fonctionnent, qui sont plutôt bien développées aujourd'hui et qui correspondent à des attentes. Donc, vous avez la formation qui reste toujours, on va dire, une valeur sûre. La communication interne et l'échange direct avec les clients. Ça, ce sont 3 leviers extrêmement importants à activer pour développer la centricité client des collaborateurs. Un point qui nous paraît intéressant à noter, c'est dans le cadran de gauche. Vous avez ici une dimension qui correspond à quelque chose qui n'est pas très développé aujourd'hui dans les entreprises, mais qui résonne positivement chez les collaborateurs. C'est le partage d'expérience avec des entreprises reconnues dans le secteur ou dans l'expérience client. Donc, comme si les collaborateurs avaient besoin d'être nourris, chercher des sources d'inspiration et étaient très preneurs finalement de ce qui pouvait venir de l'extérieur, de bonnes pratiques qu'on puisse trouver à l'extérieur, desquelles ils pourraient s'inspirer pour améliorer leur orientation client. Et point un petit peu plus critique, en l'état, on va dire, c'est l'accompagnement du manager. Parce que finalement, il est en bas à droite, c'est-à-dire que certes, plutôt au milieu d'ailleurs, donc ce n'est pas forcément un des accompagnements les plus développés aujourd'hui dans l'entreprise. Bon, il l'est un peu, on va dire, mais ce n'est pas non plus en l'état quelque chose sur lequel les collaborateurs mettent beaucoup d'attentes, expriment beaucoup d'attentes. Et pourtant, aujourd'hui, quand on leur demande s'ils sont satisfaits, s'ils ont le sentiment d'être suffisamment accompagnés par leur manager pour développer leur capacité à être centré client, finalement, on voit qu'il y a une marge de progression très importante. On a 38% des collaborateurs qui nous disent non, je n'ai pas l'impression que mon manager m'accompagne vraiment dans ce registre-là. Donc là, il y a vraiment un gap à combler. Effectivement, une nouvelle relation à travailler entre le manager et son collaborateur pour aider à grandir sur cette dimension-là.
Alors, effectivement, l'aider à grandir sur cette dimension, Isabelle, je reprends ta phrase, parce que ce qu'on sent bien, c'est que les collaborateurs, ils se disent que cette compétence autour de la relation client est vraiment très importante pour eux, pour leur propre employabilité aussi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de recrutement, de valorisation, on voit que toute la partie soft skills, compétences comportementales que Laetitia a évoquée au départ, est extrêmement importante pour les collaborateurs. Donc là, il n'y a plus de doute sur le fait que cette compétence autour de la relation est absolument cruciale. Après se pose la question de savoir qui peut m'accompagner pour me développer sur ce sujet. Et c'est là qu'on a on sent une espèce de paradoxe. Est-ce que je considère que mon manager est la bonne personne pour m'accompagner sur mon développement et pour me permettre d'être plus orienté client. Donc, à la fois, je ne suis pas complètement satisfait de ce qu'il me propose et à la fois, j'en attends pas grand-chose. Si on veut voilà, tirer le paradoxe. Donc, nous, ce qu'on lit, c'est aussi cette notion de le fait qu'on n'attend pas forcément du manager qui devienne un expert lui-même de la relation client. Et ça, c'est pour les managers, des fois, quand on les accompagne sur ces sujets-là, ils nous disent, bah voilà, formez-nous aussi sur la gestion des situations difficiles, formez-nous pour qu'on soit en capacité d'accompagner nos équipes. Mais finalement, on n'est pas sûr que ce soit ça que les équipes vraiment attendent. C'est plutôt, mets-moi, cher manager, dans les conditions les plus favorables pour que moi, je puisse délivrer cette expérience client mémorable et pour mon client. Donc finalement, occupe-toi de moi et moi, je m'occuperai de nos clients. Et ça, évidemment, ça fait aussi écho avec des tendances de fond sur le management qu'on voit depuis quelques temps. On peut citer évidemment la notion de servant leader, c'est-à-dire celui qui va être au service de son équipe, qui va faire en sorte de créer les conditions favorables pour que l'équipe puisse être pleinement efficace vis-à-vis du client. On pense évidemment à la notion de reconnaissance. Voilà, on en parle depuis très longtemps, mais nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans les accompagnements que l'on fait auprès des équipes, c'est ce besoin, il est accru du fait de ce qu'ils viennent de traverser. C'est-à-dire tout l'engagement qu'ils ont mis depuis 1 an et demi pour justement faire en sorte de garder un bon niveau de service client, cette reconnaissance sur leur qualité, sur leurs compétences, là, il y a vraiment, sur le marché de l'offre et la demande, il y a vraiment la demande qui a explosé et l'offre ne semble pas encore avoir suivi. Donc, voilà, cette notion de reconnaissance et puis on l'entend aussi beaucoup dans les organisations, vous l'entendez dans vos organisations, la prise d'initiative, la responsabilisation des équipes. Est-ce que justement, sur ce sujet de la relation client, les collaborateurs ont la sensation d'être allés, d'avoir cette liberté aussi d'action, de pouvoir faire ce geste client qui n'est pas forcément écrit dans la procédure. Et on sait que la qualité de la relation client, elle dépend aussi de ça, de mon degré de liberté quand je suis en interaction avec le client. Et puis, dernier point, on se dit que dans tout ce paysage, on a évidemment la responsabilité aussi sociale de l'entreprise qui nous intéresse comme sujet, qui vient traverser aussi ce sujet de l'expérience client. Et finalement, à quand aussi une attention particulière des clients sur la qualité du management de mon interlocuteur, c'est-à-dire je regarde la dimension environnementale, est-ce que je vais regarder en tant que client aussi cette dimension managériale et de savoir si mon interlocuteur reçoit est bien managé. Peut-être que ça peut être intéressant pour le client à regarder dans les mois à venir. Donc, ce qu'on avait envie que vous reteniez sur les 3 points de ce qu'on a partagé avec vous ce matin. Déjà, premier point, Isabelle l'a souvent souligné, vous avez vu ce pictogramme qui nous permettait de regarder les résultats qui sont liés à la présence d'une direction expérience client. Oui, c'est un atout indiscutable
sur tous les items. On a vu que vraiment ça changeait la donne. Et on sait qu'autour de la table virtuelle, eh bien, certains d'entre vous s'occupent de ce sujet et on a aussi une grande empathie pour cette très très noble mission parce que la direction de l'expérience client, elle vient évidemment interroger ce regard client et elle vient interroger l'organisation complètement en transverse. Et donc, voilà, c'est pas toujours facile d'embarquer aussi toute l'organisation autour de ça et ne pas être réduit à monsieur ou madame client, mais bien faire en sorte que la satisfaction client soit bien l'orientation de tous et pas seulement de celui qui porte l'expérience client. Donc, on vous accompagne aussi sur ce sujet-là et on voit bien ce que vous pouvez vivre. Le deuxième point qu'on avait envie de retenir, Isabelle. Oui, c'est que quand même quelque chose de positif, on l'a vu, c'est que l'orientation client prend de l'ampleur. C'est-à-dire que très clairement, on a bien vu que les collaborateurs et managers sont de plus en plus convaincus que l'orientation client est aujourd'hui un élément clé de succès de l'entreprise. L'entreprise ne peut plus se contenter de délivrer un service satisfaisant avec les meilleurs prix qui soient. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Et l'orientation client est clairement majeure. On peut se dire que voilà, l'orientation client, c'est travailler avec son client, prendre en compte les besoins de son client. Donc, on est quelque part dans une horizontalité aussi vis-à-vis du client. On peut faire le parallèle avec différents domaines. Par exemple, Aurélie, tu parlais tout à l'heure du management, c'est-à-dire qu'on sent bien aujourd'hui qu'on est passé d'un management vertical à un management horizontal. On sent que, je sais pas, les marques aujourd'hui, avant, on était clairement sur un discours descendant vis-à-vis de leurs clients, de leurs consommateurs, de leurs prospects. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans quelque chose de partagé, dans des allers-retours, dans du partage d'expérience. Et on va dire, dans cette tendance-là, oui, le client aujourd'hui, il fait partie prenante quelque part de l'entreprise et cette conscience-là, elle est de plus en plus importante et c'est tout à fait positif. En revanche, ce qu'on a vu aussi clairement, c'est quand même qu'elle avait du mal on va dire, à irriguer l'ensemble des strates de l'entreprise et à s'ancrer vraiment dans les pratiques finalement en embarquant l'ensemble des collaborateurs. Donc là, clairement, il y a encore du chemin à parcourir. Donc l'intention est là, c'est déjà bien. Elle est de plus en plus importante. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va encore plus loin pour qu'elle s'ancre vraiment dans la réalité de l'entreprise? Et pour conclure, le troisième enseignement, et pas des moindres, parce qu'on vous le confesse, c'est vraiment celui qui nous a surpris à la lecture des résultats du baromètre, c'est que finalement, la transformation digitale qu'on vit tous depuis plusieurs années et qu'on a cru voir exploser pendant cette période de confinement, finalement, elle n'est pas tant attendue dans la relation client, dans l'expérience client, mais elle vient vraiment s'inscrire dans un écosystème plus global. On voit clairement dans les attentes des collaborateurs et dans leur perception que cette transformation digitale, elle doit se mettre au service du conseiller ou du vendeur qui sert le client. Elle vient faciliter, simplifier son environnement de travail. On n'est plus à l'ère de la multiplication des canaux de contact ou de la multiplication des outils, mais bien dans l'ère de la rationalisation. Et on l'observe également dans les organisations qu'on accompagne. Hein. On voit clairement que les investissements aujourd'hui sont tournés sur l'optimisation de l'espèce de millefeuille qui a parfois été mis en place pour réellement construire une expérience client et une expérience collaborateur. On insiste vraiment sur ce sujet-là, qui soit à la fois fluide, simple, et qu'on puisse vraiment arriver enfin sur des parcours omnicanaux qui sont des parcours, en tout cas le Graal du parcours client. Donc cette transformation digitale, elle n'est pas complètement terminée, clairement.
il y a encore beaucoup d'améliorations, et en tout cas, elle peut être source d'amélioration sur bien des aspects. Mais on voit très clairement qu'une organisation orientée client se tournera aussi sur cette capacité à délivrer le meilleur de l'humain et du digital dans la relation avec ses clients et avec ses collaborateurs. On en a terminé de cette présentation. On espère que comme nous, vous aurez appris de ces enseignements du baromètre. On vous remercie pour votre présence ce matin à nos côtés, pour votre écoute. On ne manquera pas de vous partager dans les jours qui viennent, dans la journée même, puisque nous sommes orientés clients, les résultats principaux de ce baromètre. Et on aura plaisir à échanger avec vous si vous le souhaitez, et avec vos organisations pour aller plus loin sur cette thématique passionnante de transformation. À très bientôt. Merci à vous. Merci Isabelle et merci Aurélie. Merci.